Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est pendant une heure du direct et on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est Bariza Kari, une sénatrice qui sera débriefée par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. C'est donc Édouard Philippe, le maire Les Républicains du Havre, un proche d'Alain Juppé, qui a été nommé Premier ministre d'Emmanuel Macron au terme d'un vrai faux long suspense. Le maire de Bordeaux a salué la nomination de son ami, mais a réaffirmé qu'il soutiendra les candidats investis par les Républicains et l'UDI aux législatives. On l'écoute au micro de TV7 en Gironde. Édouard Philippe, qui est un ami, est un homme de grand talent. C'est un maire apprécié par la population de sa ville, Le Havre, qu'il a considérablement développé dans la continuité d'Antoine Ruffnac. C'est aussi un député qui connaît parfaitement les rouages de l'activité parlementaire. Il a donc, je crois, toutes les qualités pour assumer la fonction difficile que le président de la République vient de lui confier. Et je lui souhaite évidemment bonne chance. Cela dit, nous entrons maintenant dans une séquence nouvelle de la vie politique avec la préparation des élections législatives qui auront lieu dans moins d'un mois. Pendant cette campagne, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je soutiendrai les candidats investis par LR et l'UDI. Ils portent une plateforme politique qui, pour l'essentiel, me convient. Et c'est donc à la lumière du résultat de ces élections législatives, de la composition de la future Assemblée nationale et des initiatives que le président de la République prendra à ce moment-là, qu'il conviendra de fixer notre ligne. Si la droite et le centre ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, le pays ne comprendrait pas que nous nous engagions dans une opposition systématique. Il faudra alors trouver les voies et les moyens d'un travail constructif dans l'intérêt de la France. Êtes-vous fier de voir Édouard Philippe Il a fait le bon choix. J'ai tout dit. En ce qui concerne les élections législatives, focus dans le Gard, une circonscription très disputée. Les candidats du Front National et du Rassemblement Bleu Marine sont venus déposer leur candidature en préfecture. Sur la deuxième circonscription, le député sortant Gilbert Collard reste confiant pour sa réélection sur une zone où toutes les communes ont placé Marine Le Pen en tête lors de la présidentielle. Mais il sera opposé cette fois-ci à l'ancienne torera Marie Sarah, investie par La République En Marche d'Emmanuel Macron. Charles Arrigoni pour TV Sud. Les candidats du Front National et du Rassemblement Bleu Marine sont venus déposer leur candidature en préfecture du Gard. Sur la deuxième circonscription, le député sortant Gilbert Collard reste confiant pour sa réélection sur une zone où toutes les communes ont placé Marine Le Pen en tête lors de la présidentielle. Mais il sera cette fois-ci opposé à l'ancienne torera Marie Sarah, investie par La République En Marche d'Emmanuel Macron. C'est une candidature des salons parisiens qui s'imaginent que les Gardois et les Gardoises sont aussi blaireaux que les bobos parisiens, ce qui n'est pas le cas, voilà. Donc ça me fait un peu sourire, mais ça signifie quand même quelque chose sur notre époque, quoi. Voilà, on prend des personnalités qu'on rafistole et on essaye de faire un combat médiatique dans lequel j'entrerai pas, parce que moi j'ai un bilan, j'ai travaillé, je travaille encore. Il faut un contre-pouvoir. Sinon, on va avoir un Parlement qui sera, comme le souhaite M. Macron, un conseil d'administration. Il faut qu'on ait des contre-pouvoirs. Le seul contre-pouvoir, c'est nous. On est les seuls à avoir élevé la voix au Parlement. Dans ce journal des territoires, toujours dans le Gard, focus maintenant sur les candidats de la France insoumise, qui sont eux aussi officiellement rentrés en campagne. Le parti de Jean-Luc Mélenchon est engagé sur les 6 circonscriptions que compte le Gard. Sur la première, où le Front National a une réelle chance de l'emporter avec l'éclatement de la droite et de la gauche, Yannick Badfort mise plutôt sur les voix nîmoises des quartiers. Sur la deuxième, Daniel Floutier est également convaincu de ses chances face notamment au très médiatique Marie Sarah ou Gilbert Collard, comme on vient de le voir. Charles Arrigoni pour TV Sud. Après dépôt de leur dossier en préfecture, les candidats de la France insoumise sont officiellement entrés en campagne de ces élections législatives. Le parti de Jean-Luc Mélenchon est engagé sur les 6 circonscriptions que compte le Gard. Sur la première, où le Front National a une réelle chance cette année avec l'éclatement de la droite et de la gauche, Yannick Badfort mise plutôt sur les voix nîmoises des quartiers comme Pissevin ou Val-de-Gour.
Je connais bien ces quartiers pour y avoir aussi travaillé, mais aussi milité pour les aider dans certaines démarches. Donc c'est pour cela que je me suis engagée sur cette circonscription. D'ailleurs, ça m'a permis d'avoir l'occasion de donner la possibilité à certaines personnes d'être des réels citoyens en prenant leur première carte d'électeur et pour la première fois qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, pour les présidentielles et parce qu'ils se sentent complètement compris dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Sur la deuxième circonscription, Daniel Floutier est également convaincu de ses chances, face notamment aux très médiatiques Marie Sarah ou Gilbert Collard. Oui, je suis très confiante parce que Jean-Luc Mélenchon est quand même arrivé deuxième dans cette circonscription. Nous avons fait un travail de terrain puisque nous sommes le candidat du peuple, contrairement à nos autres candidats qui sont les candidats des plateaux télévisés, qui sont les people aussi. On pense à Marie Sarah. Donc nous, on est avec le peuple et on est près du peuple. On est de l'autre côté de la barrière, disons. Alors eux, je ne sais pas le programme qu'ils vont défendre, mais nous, on est sur le programme L'Avenir en commun, on est avec les citoyens, et je crois que les citoyens vont nous écouter. Ils ont écouté Jean-Luc Mélenchon, ils ont écouté le programme L'Avenir en commun, et on va continuer. Alors c'est vraiment dommage que le Parti communiste ne vienne pas avec nous. Depuis le début, ils ont voulu faire campagne seuls. C'est vraiment dommage, et j'espère qu'on va arriver à trouver un moyen de se retrouver d'ici les élections. Une union qui pourrait avoir lieu sur cette circonscription car la candidate du Parti communiste, Martine Guéraud, doit faire une annonce importante ce mardi. Un zoom médiatique sur la ville d'Amiens, la ville natale du nouveau président maintenant. Présidentiel, club de football aux portes de la Ligue 1, Whirlpool, Anne Canaan pour WEO TV s'est penchée sur l'impact que cela peut avoir sur le tourisme. Depuis quelques semaines, Amiens vit au rythme de l'actualité. Présidentiel, le destin des salariés de Whirlpool, un club de football aux portes de la Ligue 1. Autant de sujets qui attirent la presse nationale et étrangère, mais qu'en est-il des touristes ? Monsieur le nouveau président est né ici, que sa compagne est aussi née ici, donc ça rendait la chose un peu plus intéressante, mais ce n'était pas la raison de notre voyage. Une ville est dans l'actualité à un point aussi important que d'avoir un président de la République venant de la ville. Je pense qu'automatiquement ça va faire bouger des gens, d'autant qu'en plus, que ce soit toute la région, rien qu'avec le circuit des cathédrales picardes, il y a tellement de belles choses à voir. Si les touristes s'enchantent à l'idée de marcher sur les traces de leur président, les Amiénois, de leur côté, sont dubitatifs, à l'inverse des commerçants qui veulent y croire. Je vois beaucoup de caméras, mais pas beaucoup d'étrangers. Enfin, voilà, au niveau tourisme, j'ai pas vu si ça ramenait des gens ou pas sur Amiens. J'ai vu qu'aux infos, effectivement, il y avait du monde de l'étranger qui venait sur Amiens. Après, au niveau tourisme, j'ai pas encore remarqué quoi que ce soit. On a énormément de monde qui vient, en plus des clients d'habitude. De toute façon, que ce soit le football, que ce soit Whirlpool, que ce soit M. Emmanuel Macron, on a beaucoup parlé d'Amiens et c'est des choses qui sont positives pour Amiens. Mais peut-on réellement parler d'impact positif ? Alors, je ne peux pas vraiment parler d'impact aujourd'hui, de retombées en termes de fréquentation. En tout cas, il y a une médiatisation telle qui fait qu'aujourd'hui, on a parlé d'Amiens et de la Somme beaucoup plus souvent que d'habitude. Et c'est une très bonne chose. Tout vient à point à qui sait attendre. Il faudra donc être patient pour connaître l'impact sur le tourisme de la médiatisation qu'Amiens connaît en ce moment. Et pour finir ce journal, partager son repas pour plus d'entraide. Une initiative concrète à Alès avec le restaurant solidaire La Cantine qui a fêté ses 3 ans hier. L'événement a rassemblé 110 personnes sur la terrasse de ce restaurant au quartier de Rochebelle. Familles, retraités, sans-papiers, personnes défavorisées et bénévoles ont déjeuné ensemble autour d'une paella et d'une sangria. Elsa Helmans et Olivier Michel pour TV Sud y étaient. Paella et sangria sont au menu pour célébrer les 3 ans de la cantine. Tous les midis de la semaine, ce restaurant solidaire du quartier Rochebelle d'Alès fournit des repas à petit prix aux plus démunis avec l'aide de 12 bénévoles, 3 jeunes en service civique et 2 personnes en contrat aidé. Avant d'être cuisinier pour le collectif Animateur 30, Paul et Théo RSA depuis 10 ans. Je me suis sorti de plein de choses grâce à la cantine. Au moins je sers à quelque chose et j'ai l'impression d'être utile. Et ça, c'est très agréable. Avec des tarifs allant de 4 à 12 €, le principe est simple. Chacun paie son repas en fonction de ses moyens. Et pour les plus défavorisés, le menu est offert. Mais pour que la cantine reste pérenne, le collectif a besoin de plus d'argent. C'est la solidarité concrète. C'est-à-dire ceux qui payent plus, qui payent pour ceux qui payent moins. C'est ça, l'équilibre.
Maintenant, alors évidemment, ça fait que les marges sont minuscules. Et que dès qu'on se met à consolider des emplois, même des emplois aidés, le différentiel à payer, il est assez important. Chaque midi, familles, personnes sans papier ou encore retraités mangent ensemble à la cantine. Un rendez-vous qui convient à tous les revenus et à toutes les papilles. J'ai une toute petite retraite et que je n'arrive pas à la fin du mois. J'économise entre la cuisson, l'achat, et j'ai de la viande de tous les jours. Ou du poisson, c'est très équilibré, tous les jours ça change. Le cuisinier est super. Et donc la paella entre autres, mais c'est toujours bon. Et les hommes, pas de plus que c'est tellement bon qu'on en profite. Chaque jour, en moyenne, 65 personnes viennent prendre leur repas à la cantine. Voilà, fin de ce journal des territoires. Dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, la une de vos journaux en région ce matin. Évidemment, les unes de la presse quotidienne régionale sur le nouveau Premier ministre Édouard Philippe. C'est le cas de la Voix du Nord. Bien sûr, pour commencer, Édouard Philippe, un juppéiste à Matignon. Pour l'Est éclair, un républicain à Matignon. Emmanuel Macron a choisi comme Premier ministre donc le maire Les Républicains du Havre. On va en parler tout à l'heure dans le débat des éditorialistes. C'est une nomination aux airs de défi pour Les Républicains. Mais François Baroin estime être un débauchage à l'ancienne. Il estime que c'est un débauchage à l'ancienne, François Baroin. Pour le courrier Picard En Marche aussi, Édouard Philippe a été nommé Premier ministre hier. C'est la photo dans la cour de l'hôtel Matignon pour le courrier Picard. Pour Ouest France, c'est un homme de droite à Matignon. Et puis pour l'Ardennais, un homme de droite à Matignon également. Pour Nice Matin, un pas vers la droite pour cette nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Pour la Charente Libre, la droite Macron. Et puis pour l'Écho de Haute-Vienne, Énarque et Réac. Emmanuel Macron a nommé un proche de Juppé, membre du parti Les Républicains, écrit les Échos, l'Écho, pour conduire sa politique de régression sociale et d'alignement sur l'Europe libérale. La tambouille droite sociale libérale est en marche, écrit l'Écho de Haute-Vienne ce matin. La Nouvelle République Matignon à droite, avec Édouard Philippe. Et puis Sud-Ouest, un homme de droite à Matignon également. Pour le Télégramme, premier pas vers la droite, avec une photo du nouveau président et du nouveau Premier ministre se serrant la main. Pour la Provence, Premier ministre et première prise de guerre. Enfin, la République des Pyrénées titre l'effet Philippe jusqu'en Béarn. Avec sa nomination à Matignon, il bouscule la droite et le centre. Un temps pressenti à Matignon, François Bayrou sera probablement ministre d'État, écrit la République des Pyrénées. Et bien pour parler de tout cela, j'accueille ce matin Sébastien Lacroix de l'Union de Reims. Bonjour. Sébastien, merci d'être venu ce matin de Champagne. J'accueille Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour Guillaume. Et j'accueille Jefferson Desports, le spécialiste S. Juppé, venant de Sud-Ouest. Bonjour Jefferson, merci d'être avec nous. Alors, quelles sont les intentions d'Emmanuel Macron en nommant hier à Matignon le député maire LR du Havre, Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre qui veut tenter quelque chose qui n'a jamais été fait, selon ses dires. François Baroin, de son côté, le leader des Républicains aux législatives, réplique que la recomposition, eh bien, elle aura lieu après les législatives. Alors, qui vont être les potentiels futurs ministres du gouvernement d'Édouard Philippe? Ça y est, le décor au fond est planté. Jefferson Desports, en avant. Oui, d'abord, revenons sur ce Premier ministre juppéiste, vous l'avez dit. Alain Juppé a été le premier, d'ailleurs c'est assez notable, le premier à s'exprimer à cette nomination. Il y avait beaucoup de journalistes qui attendaient sa réaction depuis Bordeaux. Depuis le jardin de l'hôtel de ville. Exactement, donc il a salué, il ne cache pas que c'est un ami à lui, il est un petit peu gêné aux entournures, mais Alain Juppé, et on l'a dit sur ce plateau, ne tourne pas le dos au candidat LR investi, LR UDI investi, il continuera de faire cette campagne. Il veut essayer d'avoir une majorité à l'Assemblée, mais surtout il donne rendez-vous très intelligemment après les législatives pour à la fois une explication à l'intérieur des Républicains et ensuite voir comment il peut se positionner face à son ami Édouard Philippe dans la perspective d'un travail parlementaire. Sébastien Lacroix, est-ce qu'on peut croire Alain Juppé quand il dit au fond je suis pour rien dans tout ça, je n'ai pas participé, je n'ai pas aidé, je n'aide pas la composition du gouvernement. Vous y croyez-vous ?
Moi, personnellement, pas tellement. Je pense que d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Que cette recomposition, elle a lieu en parfaite concordance entre les équipes de Macron et les équipes de Juppé, puisque de toute façon, il était important pour Macron d'avoir un Premier ministre de droite et d'avoir un Premier ministre qui ne soit pas de la droite la plus à droite, on va dire. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est votre titre, hein. Macron sort la carte Édouard Philippe dans l'Union de Reims. Oui. Et je ne sais pas si vous avez vu ce sondage il y a une semaine, je crois, où les Français disaient que leur Premier ministre idéal serait Alain Juppé. Là, ils ont Alain Juppé près de 70%, c'était. Voilà, ils ont Alain Juppé en jeune, et donc je pense que ça va satisfaire. Puis en même temps, on va en reparler, mais je pense que ça bouscule dans la tectonique des plaques tout ce qui se passe à droite, et donc c'est assez intéressant. Guillaume Doyen, l'impact sur les élus. Il est très important. C'est extrêmement important. J'ai vu hier la pétition qu'ont signée une vingtaine d'entre eux, appelant à saisir la main tendue par Macron. Parmi eux, il y a des élus locaux de premier plan, beaucoup de maires extrêmement importants. Il y a le maire de Toulouse, il y a le maire de Reims, il me semble qu'il y a le maire d'Angers. Alors, vu de Paris, ce ne sont peut-être pas des gens de premier plan, mais dans les territoires, cela constitue quand même un réseau qui commence à s'affirmer. On commence à arriver, si vous voulez, vers un parti maintenant. Parce qu'on lâchait des candidats neufs pour les législatives, c'est bien. Mais ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être coachés. Il faut leur expliquer ce que c'est qu'une campagne, comment on s'organise. C'est très important d'avoir des relais locaux puissants. N'oublions pas que les maires, il y a peu de villes de plus de 100 000 habitants en France, une petite quarantaine. Donc si vous en avez une dizaine, vous commencez à bien mailler le territoire. C'est le maillage du territoire qui est en jeu. C'est extrêmement important. C'est à ça que ressemble un parti, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas uniquement... Là, on a le syndrome vu à la télé. J'entends dire, oui, mais il n'y a pas de gros. Oui, mais il n'y a pas de gros. Si, dans les territoires, ce sont des gros. Et si vous en avez 10 importants, vous commencez à décrocher un bout d'atteinte. Alors, ce qu'on dit aussi, c'est qu'Édouard Philippe est relativement inconnu des Français. Cela dit, l'effet médiatique est immédiat. Il est très connu ce matin, Sébastien Lacroix. Il est très connu. Alors, il n'était pas très connu médiatiquement, mais il faut rappeler quand même qu'en 2002, quand l'UMP a été créé, c'était le directeur C'était le bras droit de Juppé. Il a directeur général de l'UMP. C'est quelqu'un qui, au Havre, a stylé une politique d'ailleurs qui transgresse un peu les lignes classiques droite-gauche depuis. Il a succédé à un baron du gaullisme, Antoine Ruffnac. Donc c'est quelqu'un qui effectivement n'était pas connu du grand public au niveau national, mais qui a déjà une belle carrière derrière lui. Et surtout, Cyril, cette nomination d'Édouard Philippe révèle toutes les fractures des Républicains, et c'est dans cette brèche que s'est engouffré Emmanuel Macron. L'objectif derrière tout ça, c'est quand même de gagner les législatives et de déstabiliser la droite. Clairement, l'opération est lancée et elle est en train de réussir, au moins dans ses premiers temps. Et là on va quand même assister à un spectacle qui va être très, très, très curieux, parce que la droite va être prise de schizophrénie totale. Je prends l'exemple du maire de Reims, qui quand même fait partie de l'appel des 24 dont tu as parlé. On dit que ce serait possiblement un ministre. Possiblement ministre. Il a toujours fait partie de toutes les listes de gouvernements qui ont été réalisées depuis l'élection de Macron. Il pourrait être sur le secteur de la santé, oui. Alors, un petit correctif, parce que vous n'étiez pas sur la même ligne en ce qui concerne Alain Juppé. Vous pensez qu'au fond, il n'est pas pour autant que ça? Non, les contacts ont eu lieu. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'un accord? Ça, c'est autre chose. Et que les contacts aient eu lieu, c'est certain. Il y a eu des prises ils se sont parlé avec Macron. Maintenant, Alain Juppé, lui, préférait attendre la fin des législatives. Oui, mais c'est tactique, c'est purement tactique. Une clarification. C'est plus compliqué que ça. D'abord, je pense que Emmanuel Macron a affirmé son autorité tout de suite. Il a déployé sa stratégie. Maintenant, que Alain Juppé ne s'inscrive pas là-dedans, ça semble assez logique. N'oubliez pas, c'est un légitimiste. Ça va pas être lui qui va mettre sa famille politique à genoux. Donc, il préfère attendre la fin des législatives. Par contre, là, après, ça va être très intéressant ensuite parce que ça risque d'être assez saignant. Alors, est-ce qu'il y a un effet Philippe, comme l'indique la République des Pyrénées? Alors, elle l'indique pour le Béarn déjà. Est-ce qu'il peut y avoir, c'est un peu tôt, un effet Édouard Philippe, Guillaume Doyen? Écoutez, je l'ai entendu hier, c'était sur TF1 qui passait. Pour l'instant, franchement, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Je n'ai rien entendu qui soit décoiffant. J'ai juste entendu un propos libéral extrêmement classique, en fait. Là, on assiste à la recomposition d'un pôle libéral. Ils vont en chercher à droite, ils vont en chercher à gauche. Et c'est ce discours-là qu'on va entendre de manière récurrente. L'effet sur le personnel
personnage lui-même, je n'en ai pas la moindre idée. Alors on l'a reçu, nous, souvent, Édouard Philippe. Il était il y a quelques jours notre invité ici sur ce plateau. On a senti quelqu'un qui était dès le départ quand même assez relativement en phase avec Emmanuel Macron. Hein. Dès le deuxième tour, il avait commencé à dire des choses, Sébastien Philippe, sur cette recomposition. Il incarne parfaitement cette ligne de la droite des Républicains et qui est macro-compatible, on va dire comme ça, depuis le démarrage. Et ça préfigure cette recomposition de la droite qui, à mon avis, est d'ailleurs intéressante parce que l'ensemble des Républicains, bien évidemment, ne va pas basculer du côté de Macron, mais on va retrouver ce qui s'est passé avant l'UMP, finalement, et je crois que c'est très important que dans la suite de la vie politique, il y ait un centre et qu'il y ait une opposition républicaine et qu'on ne cède pas tout le terrain de l'opposition au Front National ou à Mélenchon. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la recomposition va être particulièrement intéressante. Ouais, enfin, au mois de janvier, il se payait encore la tête de Macron dans l'IB, où il chroniquait la campagne. Alors, il a pas mal d'esprit, il faut reconnaître que c'était bien tourné, mais enfin, bon, il l'épargnait pas spécialement. Quand on a une prise de guerre et de déstabiliser un camp, on peut s'asseoir sur quelques petites critiques formulées comme ça. Ce qui est certain, de campagne électorale. Exactement, mais ce qui est certain, c'est qu'Édouard Philippe a très mal vécu la défaite d'Alain Juppé à la primaire de la droite. Si Alain Juppé avait gagné, il aurait sans doute été son Premier ministre. En tout cas, il était dans la shortlist pour le devenir, et que avec la victoire de Fillon, il n'avait pas cette possibilité-là. À 46 ans, c'était maintenant ou jamais. Il fallait grimper dans le train. Et la perspective de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est aussi à l'aune de cette réalité qu'il faut voir ce choix d'Édouard Philippe. Ça n'a jamais été fait, donc, et c'est ce qu'il a très bien expliqué. Pourquoi ne pas le tenter? Alors, il y a une chose intéressante, c'est qu'on sait que les Français ont beaucoup aimé les cohabitations. Est-ce qu'au fond, là, c'est pas une cohabitation non subie, presque voulue par le président de la République, le nouveau président? Cohabitation, peut-être pas, parce qu'il y a quand même il va quand même appliquer le programme du président de la République. Ils sont quand même en phase sur les grands principes, sinon ils n'auraient pas accepté. Il va falloir peut-être trouver un autre mot. Il y a des différences entre eux quand même. Il y a des différences, légères, mais je pense que la composition très légère. En réalité, là, il est en train de capter tous les libéraux dans tous les sens du terme, exactement, partout. Libéraux en matière politique, libéraux en matière sociétale. On a la composition d'un nouveau pôle, si vous voulez. Mot, c'est peut-être de la cogestion, peut-être, mais pas forcément la coproduction gouvernementale, comme il y a eu la coproduction législative, c'est ça? Il va falloir trouver quelque chose. Mais cohabitation n'est sans doute pas le bon terme. Maintenant, ils sont clairement en face, sinon ils ne l'auraient pas accepté. Une coproduction alors gouvernementale? Oui, une coproduction gouvernementale. Et je pense que c'est pas forcément avec les prises de guerre à droite que ça va être difficile, c'est plutôt avec ceux qui viennent de la gauche, qui viennent du PS. On va en parler tout à l'heure avec notre invité, Bariza Chiari, qui est sénatrice de Paris. Quand il va falloir défendre la loi El Khomri ++, là, ça va être un peu plus difficile. En sachant que c'est quand même l'aile droite du PS qui est autour d'Emmanuel Macron. C'est précisément cette aile droite qui a mis en place la loi travail, la loi Macron, bien entendu. Donc il y a quand même là aussi, il y a des vraies convergences d'esprit. Ça leur posera pas de problème de partir là-dessus. On n'est pas les membres de gauche qui sont au gouvernement, ce ne sont pas les amonistes. Vraiment, c'est pas du tout cette aile gauche-là qui est là. Donc, à mon avis, ça posera pas trop de problèmes. Ça peut déstabiliser encore un peu plus le Parti socialiste qui va être lui aussi face à ces divisions. Ces signataires-là dont vous parliez tout à l'heure, Guillaume Doyen, ils sont suffisamment emblématiques, suffisamment connus des gens pour impacter là, ce qui se passe? Oui. Mais bien sûr, ils pèsent extrêmement lourd. Ceux qu'on voit dans les journaux locaux. Vous disiez des maires, vous disiez des élus territoriaux, et puis il y a aussi des figures politiques. Thierry Solaire qui avait organisé les primaires. Oui, alors Thierry Solaire à Boulogne. Mais là, vous revenez dans l'univers plus parisien, dans l'appareil. Il y a tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout. Alors vous avez des hommes de l'appareil, effectivement, qui le connaissent bien, qui le maîtrisent, et puis vous avez les hommes des territoires. Si vous voulez, ceux que l'on aperçoit tous les jours dans la presse locale, ceux qui s'expriment. C'est en général souvent le seul nom qui est connu de la population, le maire, vous savez, le maire de la grande ville. Donc effectivement, d'une manière symbolique, c'est vraiment important, et c'est pas à prendre à la légère, et il faut pas dire, il n'y a pas encore pour l'instant de grosses défections. Ce sont des grosses défections. Avec une nuance, Guillaume, la ligne juppéiste, n'oubliez pas que c'est celle qui a été sévèrement battue à la primaire de la droite. Les électeurs de droite n'en ont pas voulu. Ils ont pris François Fillon sans aucune hésitation. Enfin, le score de François Fillon est sans appel. Donc cette ligne-là, on retrouve qui dans ces 24? Des Loméristes, des juppéistes essentiellement.
NKM, voilà, c'est des gens comme ça. Oui, mais François Baroin, qui est donc le leader pour les élections législatives des Républicains, n'était pas non plus un filloniste absolument convaincu. Il soutenait Nicolas Sarkozy dans la première partie de cette primaire. Oui, enfin, il voulait être le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il était compatible avec tout le monde. Plus le Premier ministre après de François Fillon, et après il aurait bien voulu être le Premier ministre. Fillon a gagné une primaire qui a été portée au pouvoir par un électorat très particulier. C'est l'électorat âgé de la droite. Ça a fait la différence ? Ça a fait la différence. Mais enfin, de là à dire que l'électorat n'est pas juppéiste, je ne m'avancerai pas là-dessus. Sébastien Lacroix. Il y a dans tout ce mouvement-là un élément qui est très important, c'est la loi sur le non-cumul, qui fait que beaucoup de figures politiques ont fait le choix. D'ailleurs, parfois, les jeunes ont fait le choix de rester localement maire ou président d'agglo. Et donc, il y a forcément un renouvellement de la classe politique avec des locaux qu'on voit dans la presse locale qui veulent compter au niveau national. C'est une bonne transition, Sébastien Lacroix. Au gouvernement, il y aura à la fois des locaux et puis des féodaux. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je pense qu'il y aura beaucoup de locaux. Alors c'est difficile de faire de la science-fiction. On a vu quelques compositions de gouvernement. On va avoir évidemment des gens comme Bayrou qui sont... Quai d'Orsay, on l'annoncerait au Quai d'Orsay. Et puis des gens comme Arnaud Robinet qui vont faire sans doute leur premier pas au niveau de... Donc il va y avoir cette espèce de mixité, mais j'en sais pas beaucoup plus sur le dosage du gouvernement de ce point de vue-là. Alors, vous, dans l'Union de Reims, ce matin, c'est une double page ce matin sur les ministres de la Ve République originaires de vos départements. Alors, pourquoi cette nomenclature ? C'est pour montrer qu'il y en avait beaucoup ? C'est pour montrer que finalement, cette terre... Alors, je rappelle qu'on est sur... l'Aisne, qui fait partie des Hauts-de-France, la Marne et les Ardennes, que cet espace-là a produit, entre guillemets, beaucoup de ministres sous la Ve République. Et certains, d'ailleurs, on le voit sur l'image, qui étaient assez connus, comme Renaud Dutreil, qui pourrait revenir, comme Benoît Apparu, qui a fait successivement plusieurs mandats. Et puis bientôt, et puis évidemment Xavier Bertrand, et puis Pelletier, Sourdy, etc. Vautrin, Catherine Vautrin, et donc Arnaud Robinet qui pourrait venir compléter la liste. Des modérés tout de même, c'est une terre qui ne produit pas de... Enfin, pour l'instant. En ce qui concerne ceux qui ont été ministres. Pourquoi vous dites pour l'instant une idée parce qu'en fait l'Aisne fait partie des Hauts-de-France et l'Aisne c'est le département qui a le plus voté FN à la dernière élection. Bien sûr, Guillaume Doyen. Alors le nouveau président, il voudra probablement chercher de l'argent là où il y en a. Il va le faire, c'est ça. Il y en a encore un petit peu. Alors il y en a beaucoup. C'est les finances des collectivités. Pas si mal que ça en fait. Elles ont quand même pas trop mal résisté au choc. Pourquoi d'abord elles se portent pas mal ces finances ? Parce que d'abord elles ont bien maîtrisé leur trajectoire financière. Elles avaient un peu de réserve. Elles ont bien été gérées. Oui, c'était bien géré. Oui, ils ont bien joué. Les élus, ils ont très bien travaillé. Et puis ils ont eu des ressources supplémentaires. Ils ont eu des bonnes surprises du point de vue des droits de mutation. Vous savez, quand on achète un appartement, on paye des taxes. Ah oui. Et ça, oui, vous le savez. Et ça, c'est rentré dans les caisses des collectivités. Donc il y a eu quelques bonnes surprises. Simplement, maintenant, la question, c'est est-ce qu'elles sont à l'os ou pas ? Est-ce qu'elles pourront subir 10 milliards de moins à nouveau ? Alors, vous répondez à ces questions ou pas dans cette enquête ? Oui, alors je vous ai un petit peu répondu, puisque finalement, ça dépend de la conjoncture globale, si vous voulez. Et du coup de vis du nouveau président, quand même. De l'ampleur du coup de vis, si vous voulez, et de sa durée, si vous voulez, dans le temps, quoi. Donc, on verra, et puis on verra ce qu'il va négocier et ce qu'il va donner en échange aussi. Un assouplissement des normes et des choses comme ça, quoi. C'est normal que ça aiguise les appétits, au fond. C'est les collectivités qui ont fait tous les efforts sur le précédent quinquennat, si vous voulez. La baisse des dépenses publiques, c'est elle. Macron a annoncé que ça allait d'avoir nommé un Premier ministre... L'État, il ne fait pas d'efforts, ce sont les collectivités qui le font. Alors, d'avoir nommé un Premier ministre issu d'une collectivité... c'est pas mal ça, je l'ai bien noté. Oui, d'ailleurs, vous avez rappelé qu'il n'y a plus de cumul de mandats à la prochaine, et Édouard Philippe avait annoncé qu'il ne se représenterait pas aux législatives. Donc, il avait choisi sa ville. Donc, je pense qu'il est plutôt en position de négocier avec d'autres élus. C'est vrai qu'il connaît le sujet. Alors, Jefferson Desport, on termine avec la une de Sud-Ouest. Vous allez suivre alors ce que va faire Alain Juppé, pas à pas. Oui, il va être quoi ? Il va être candidat au municipal, Alain Juppé, à nouveau ? Attendez, c'est tout ce murmure. Je pense que Alain Juppé revient dans le jeu à la faveur de cette nomination d'Édouard Philippe, bien entendu. C'est un de ses proches qui est là. C'est aussi une revanche de leur ligne. On en parlait tout à l'heure. Maintenant, ça ne peut pas le pénaliser. Hein. Non, ça confirme. Mais c'est surtout à droite, on peut aussi le vivre comme cette revanche de cette ligne qui a été battue, je le disais à l'instant, à la primaire de la droite par cette aile beaucoup plus marquée. Donc voilà, pour Alain Juppé, il revient dans le jeu. On va forcément le suivre.
Voilà, merci Sébastien Lacroix de l'Union de Reims, merci Jefferson des Sports de Sud-Ouest et Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. On y tient. On passe à la météo, le temps qu'il fera en France aujourd'hui, mais aussi en Outre-mer. Et c'est une particularité de cette météo des territoires sur Public Sénat ce matin. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. On passe au premier zapping politique des matinales d'info. Matignon, vous y pensez? Non. Jamais? Jamais. On n'y a jamais pensé à Matignon? Jamais. Non. C'est pas possible. Oui, il est l'un de ceux qui correspond très clairement au profil défini. Expérience parlementaire, des compétences et des qualités reconnues. La cérémonie aujourd'hui? J'ai passé un bon dimanche, merci. Le président de la République a toujours indiqué qu'il voulait une majorité large, qu'il voulait inviter tous les Français de bonne volonté à travailler ensemble. Sans vouloir vexer Édouard Philippe pour qui j'ai beaucoup d'estime, il n'est pas au cœur du dispositif politique des Républicains. Il y a des noms qui auraient été, comment dire, plus diviseur pour nous. C'est peut-être un message que Emmanuel Macron adresse aux Français, qui est de dire ce serait bien qu'il y ait une majorité de députés de droite, parce que la politique que je veux faire, en fait, c'est une politique de droite. Si Édouard Philippe souhaite rejoindre En Marche, c'est son choix. Il faudra qu'il m'explique comment il fera demain campagne contre les candidats qu'il soutenait la semaine dernière, mais ça, c'est son problème. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. L'UMPS existe et ne se cache plus. Voilà, donc un président qui est ancien ministre de François Hollande et un Premier ministre qui vient des Républicains. Le vieux monde est de retour, se déshabille tout neuf et bien jeune. La droite vient d'être annexée avec un Premier ministre issu de ses rangs, les Républicains. Si la droite et le centre ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, le pays ne comprendrait pas que nous nous engagions dans une opposition systématique. Il faudra alors trouver les voies et les moyens d'un travail constructif dans l'intérêt de la France. Je quitte la responsabilité qui est la mienne en homme de gauche, avec mes convictions. Êtes-vous fier de voir Édouard Philippe aujourd'hui? Il a fait le bon choix, Édouard. J'ai tout dit. Vous avez dit que vous étiez un homme de gauche. Je n'avais pas non plus de doute là-dessus. Il se trouve que je suis moi-même un homme de droite. Ce qui ne vous surprendra pas, je le sais. L'arrivée en direct d'Emmanuel Macron, qui est accueilli par la chancelière Angela Merkel. Je me réjouis du fait que le président Emmanuel Macron ait choisi de faire son premier déplacement chez nous, à Berlin. Il faut retrouver notre indépendance de choix. Et c'est pas en allant à Berlin prendre ses ordres une nouvelle fois, comme tous les présidents successifs, qu'on va y arriver. J'ai été élu par les Françaises et les Français le 7 mai dernier sur un projet qui était résolument européen, en défendant l'Europe, le projet européen et un volontarisme européen, et en défendant la relation franco-allemande. On le dit ingérable, François Hollande, qui n'écoute que lui-même, qui textote à tout va. Est-ce qu'il y a des moments où vous, qui aurez été loyal et fidèle jusqu'à la dernière seconde, vous avez envie de lui claquer la porte au nez? Voilà. Pas du tout. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines semaines? On va prendre quelques vacances quand même. Et puis après je vous retrouverai avec plaisir. Mais là il faudra... Vous allez où en vacances? Vous pouvez nous le dire. Chez vous. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Barry Zacharie. Bonjour, merci. Vous êtes sénatrice de Paris. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à Et Gilles tous. Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Voilà, votre interview sera retransmise ce matin sur les sites internet de la presse quotidienne régionale. Barry Zacharie. Alors, je suis un homme de droite. Sur le perron de l'hôtel Matignon, le nouveau Premier ministre a réaffirmé son engagement à droite. Vous êtes une femme de gauche. Qu'est-ce que cela vous a fait d'entendre ce nouveau Premier ministre dire cela? J'ai trouvé ça complètement normal, parce que ça ressemble à l'ADN du mouvement. Il y avait deux choix. Le premier choix, c'était la tradition qui nous a fait perdre jusqu'à aujourd'hui, ou la transgression positive que nous souhaitions. Ce Premier ministre, c'est cette transgression positive que le mouvement souhaitait. C'est et droite, et gauche et centre. Ce n'est pas une prise de garde pour obtenir une large majorité à l'Assemblée? Non, non, non. Non, Emmanuel Macron est quelqu'un de très pragmatique. Il est quelqu'un de très pragmatique, c'est certes, mais moi je ne le vois pas comme une prise de guerre. Je le vois comme la poursuite et l'ADN du mouvement. C'est-à-dire, écoutez, à la commission politique du mouvement pendant cette année, nous avons travaillé avec des gens du centre, des gens de droite, et tout ça s'est très très bien passé. Et en tant que parlementaire, je vous assure que j'en ai assez de ce mur de Berlin qui nous sépare. Moi, plus d'une fois, j'ai eu envie de voter des choses que la droite présentait. Mais de par son profil, qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter, Édouard Philippe? Je pense que c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un de solide. Il y a des convergences avec nous. Parce qu'avec Juppé, il y avait des convergences, notamment sur une vision de la société. Donc, c'est tout à fait, il est Macron compatible. Alors, le gouvernement, il va ressembler un peu à ces profils-là. C'est-à-dire qu'il devrait, j'irais pour vous satisfaire, il devrait incarner quoi, ce nouveau gouvernement? Un équilibre politique entre ces différentes sensibilités, les compétences. Enfin, vous pouvez nous décrire un peu le gouvernement idéal à vos yeux? Alors, le gouvernement idéal à mes yeux, le président Sarkozy avait fait une tentative d'ouverture vers la gauche, mais c'était homéopathique. Et ça n'a pas marché. Parce qu'il faut que la mayonnaise puisse prendre. Là, c'est quand même à un niveau un peu plus fort, et puis c'est assumé. Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir tout à fait des ministres de droite modérés qui ont avec nous des convergences, notamment sur les questions de société, et puis sur les questions économiques, je pense qu'il y en a certaines, et des gens de la société civile qui ont des compétences dans leur domaine respectif, et puis des gens solides qui ont une véritable expérience qui pourraient, à la justice, aux affaires étrangères et à la défense, assurer... Les ministères régaliens. Les ministères régaliens, oui. Quand vous dites des points de convergence avec les élus républicains, des points de convergence sur les points de société, vous pensez à quel point en particulier? Je pense par exemple à la question laïque, à la laïcité par exemple. Ceux qui n'ont pas une vision de la laïcité qui soit hystérique ou agressive. Je pense, vous savez, Juppé a construit un peu sa campagne sur une identité heureuse. Ça, c'est important pour moi, c'est important. Mais vous citez beaucoup Alain Juppé. Depuis le début de notre entretien, Alain Juppé donc, soutient, ce qui est normal, c'est son poulain Édouard Philippe, et en même temps, il dit qu'il va soutenir les candidats investis par les Républicains pour les législatives. Oui, c'est pas forcément simple à comprendre pour tout simplement les citoyens ou les électeurs. C'est pas simple, mais on est dans une période où il faut qu'on gère la complexité. Mais est-ce qu'on n'a pas plutôt un Emmanuel Macron qui veut faire exploser la droite, et finalement c'est la mission d'un Édouard Philippe? Écoutez, je crois que la gauche, d'ailleurs, est en pleine décomposition, qu'elle n'a pas attendu Emmanuel Macron pour se décomposer, et la droite est en phase de décomposition. Donc, c'est pas Emmanuel Macron qui veut, faire exploser la droite. Je pense que naturellement, ça vient. Je pense qu'après les élections législatives, il va y avoir 3 camps à droite. Donc voilà, et lui veut... Quand vous dites 3 camps, vous pouvez préciser? Alors il y a 3 camps, il y a les camps des extrêmes, Wauquiez et consorts, il y a un camp plus central qui est normal, enfin bon, la droite républicaine normale, et puis il y a un camp qui a compris dans quel monde on vivait, qui serait pas normal, NKM, Le Maire, ces gens-là ont compris. Vous ne parlez pas du Front National, qui a quand même fait beaucoup de voix aux élections, donc ça va se traduire quand même d'une façon ou d'une autre à l'Assemblée. Ça va se traduire à l'Assemblée, mais ça sera un petit groupe. Sur le fond et la méthode du gouvernement, la réforme du Code du travail, c'est une des priorités d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il le réformerait par ordonnance, ce qui est tout à fait dans la Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la bonne méthode? On a vu que ça avait été compliqué pour la loi El Khomri Macron, d'ailleurs, parce qu'il y avait
co-signé ce projet de loi. Est-ce que c'est la bonne méthode? Alors, on n'est pas en dehors des clous quand on gouverne par ordonnance. Il y a quand même une loi d'habilitation qui vient devant le Parlement, puis à la fin, une loi de ratification. Donc, on n'est pas en dehors des clous de la Constitution. Et moi, ça me semble... Emmanuel Macron a compris qu'il fallait aller vite. Je veux dire que nos concitoyens sont en attente de résultats. Si on fait comme pour le mariage pour tous, où on attend 9 mois pour que ça se passe, c'est plus possible. On ne peut plus continuer comme ça. Donc là, je pense que de toute façon, il l'a annoncé. C'est dans son programme et c'est dans ses projets. Donc ça se fera. Barisa Chiari, quelque chose de très concret en parlant de méthode. La hausse de la CSG pour garantir le financement de l'universalité de l'assurance chômage. Les retraités seraient mis à contribution, les fonctionnaires aussi, de fait. La droite dénonce ceci. Comment vous justifiez cette hausse de la CSG ? Alors, par le fait que sur la fiche de paye, il ne va plus y avoir les charges salariales. Attendez, je le justifie comme ça. Vous me demandez comment je le justifie. Je le justifie comme ça. Il va y avoir une simplification au niveau des fiches de paye. Les salariés verront leur pouvoir d'achat renforcé. Et puis, ça sera compensé par... Non, mais le fait que les retraités et les fonctionnaires soient mis à contribution pour financer l'universalité de l'assurance chômage, pour que les patrons puissent en profiter, pour que les artisans puissent en profiter... Mais ça me semble normal. Ça peut être retoqué par le Conseil constitutionnel. Ah ben c'est possible, on verra à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est la volonté d'Emmanuel Macron de rendre possible les droits au chômage pour tous, parce que beaucoup de gens ne pouvaient pas en bénéficier. Il redonne du pouvoir d'achat aux salariés par la même occasion. Et on verra si le Conseil constitutionnel approuve ou pas. Nous verrons à ce moment-là. Mais la volonté, c'est la réduction, c'est de redonner du pouvoir d'achat. Et puis rendre plus lisibles les droits au chômage pour tous. C'est Barisa Chiari, qui est sénatrice de Paris, qui soutient Emmanuel Macron, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info sur Public Sénat et Sud Radio. Donc vous êtes sénatrice, Emmanuel Macron est président, Édouard Philippe est Premier ministre. Qu'est-ce que cela va changer au Sénat, d'autant qu'il y a des élections à la rentrée ici? Alors au Sénat, il pourrait y avoir une recomposition. Oui, il pourrait y avoir une recomposition, il pourrait y avoir un groupe majorité présidentielle. Je pense qu'il faut attendre les législatives pour qu'il y ait le parallélisme avec l'Assemblée nationale. Donc un groupe... Vous souhaitez ça? Ah oui, oui. Ça veut dire que le groupe socialiste, par exemple, pourrait être coupé en deux et avec un groupe En Marche, enfin majorité présidentielle et... Ceux qui, au groupe socialiste, souhaitent le succès du président de la République rejoindront le groupe de la majorité présidentielle. Vous estimez ce groupe à combien? Alors, on connaît François Patria, on connaît Gérard Collomb. Il y a un certain nombre, il y a des radicaux qui pourraient s'y joindre, et puis il y a aussi des gens de LR qui pourraient très bien venir. Il y a un seul parlementaire LR qui a déclaré sa flamme à En Marche. C'est très bien, c'est quelqu'un de très bien, je pense qu'il y en aura d'autres. Et le président du groupe, Didier Guillaume, soutenait Manuel Valls, lui. Il soutenait Manuel Valls et il a déclaré depuis qu'il se plaçait dans la majorité présidentielle. À propos du Sénat, une question sur le calendrier. Vous dites tout à l'heure qu'il faut qu'Emmanuel Macron aille vite. Oui. Or, il y a les élections au Sénat en septembre, donc le Sénat ne va pas siéger au mois de septembre. Est-ce que ça ne va pas un peu freiner ou bloquer les objectifs de vitesse? Je pense qu'il va y avoir une session extraordinaire en juillet. En mois de juillet. Donc là, ça permet de faire passer de juillet vers la mi-août, vers le 10 août. Je pense que nous avons travaillé. Barisa Chiari, sur le plan... Il y a besoin d'un rythme différent. Pour que les Français comprennent bien, que ce soit à l'Assemblée comme au Sénat, fort de ce que vous nous dites, une majorité de progrès, puisque c'est comme ça que Édouard Philippe qualifie la future majorité, une majorité de progrès sans véritable opposition, puisque finalement c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est un progrès démocratique? Écoutez, les oppositions ne vont pas manquer. Je pense qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui a décidé d'être dans l'opposition. Mais est-ce que c'est une bonne idée que Jean-Luc Mélenchon apparaisse comme le seul opposant? Non, c'est pas une bonne idée. Une majorité de progrès. Il se définit comme tel. Je pense qu'il restera quand même au niveau de la droite des opposants. Je pense que Wauquiez n'a pas décidé de venir dans la majorité présidentielle. Il a décidé d'être dans l'opposition. Barouin également. Je me suis étonnée d'ailleurs de la part de Barouin parce que c'est pas dans son tempérament. Et voilà, on verra à ce moment-là. C'est-à-dire, vous êtes étonné de la part de Barouin. Qu'est-ce qui vous étonne en fait chez lui? Barouin est quelqu'un qui était, me semble-t-il, plus enclin à construire, à être progressiste et à construire. Pourquoi fait-il cela? C'est la suite de la question. Je ne sais pas. Franchement, il faut lui poser. Opportunité politique Opportunité politique. Il a souhaité être le Premier ministre Vous pensez que Barouin pouvait être Macron compatible?
Au début, oui. Moi, je pensais vraiment. Sur le fond, il y a une question qui vous tient à cœur, c'est notamment les questions reliées à la diversité. Est-ce que vous pensez que, par exemple, dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a une priorité? Que devrait faire Emmanuel Macron? Est-ce qu'il faut faire quelque chose vite? Est-ce que vous avez par idée exemple, en tête? sur les législatives, la diversité a été prise en compte. Notamment dans déjà les premiers, vous savez, les 14 qu'il a présentés à la télévision. Il y a Mounir Mahjoubi, il y a Tassadit Oud, il y a Alexandre Aïdara qui est sénégalais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et je pense que c'est une bonne méthode. Être confronté à la légitimité des urnes, c'est une bonne méthode pour faire évoluer la diversité dans ce pays. Vous voulez structurer l'islam de France, une fois que vous ne serez plus sénateur. Qu'est-ce que vous entendez par structurer l'islam de France? Alors, je pense qu'il faut des républicains de confession musulmane qui s'investissent dans la structuration de l'islam de France. Il y a trop, en ce moment, des gens qui sont à la tête de l'islam de France, qui sont en allégeance avec les pays d'origine. Ça pouvait être valable du temps où c'était des émigrés, où il y avait le mythe du retour au pays. Aujourd'hui, les musulmans sont installés dans ce pays et il faut, comme la communauté juive, des choses qui soient complètement indépendantes. Nicolas Sarkozy avait essayé, manifestement, oui, voilà, mais ça n'a pas vraiment réussi. Ça n'a pas vraiment réussi. Donc il faut y travailler. Mais là, il y a la fondation de l'islam de France qui est chapeautée par Jean-Pierre Chevènement. Mais la fondation, c'est la fondation des œuvres de l'islam. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? Il faut que des jeunes issus de l'immigration, nés en France, prennent en main l'islam de France. Je pense que c'est extrêmement important, plutôt que l'allégeance à des pays d'origine. Ça me semble un élément absolument important. Après, il y a toute la question de la formation des imams. Que ce soit Jean-Pierre Chevènement qui soit à la tête de la fondation de l'islam de France, ça vous dérange parce que c'est un laïc ça m'a dérangé. Musulman. Ça m'a dérangé, bien sûr, parce que admettre la nomination de Jean-Pierre Chevènement, c'était entériner l'idée qu'il n'y avait pas un musulman ou une musulmane parmi les millions de musulmans en France capable d'assumer cette fonction. Donc c'était une gestion de l'islam qui est une gestion un peu coloniale. Et donc, depuis qu'il est installé, je travaille avec lui. Il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas la personnalité de Jean-Pierre Chevènement, c'est ce positionnement. Donc nous travaillons avec lui dans la fondation. Et puis moi, je voudrais m'investir notamment sur la question de l'émancipation des femmes, de culture musulmane, de manière à bloquer un peu l'obscurantisme. À travailler sur ces questions, les questions de connaissance. Ça me semble extrêmement important. Beaucoup de gens ici ne connaissent même pas leur propre religion et donc sont tentés par des gens, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur les télévisions, par satellite, à écouter des prêcheurs qui n'ont rien à voir avec l'islam. Vous avez parlé de ces questions avec Emmanuel Macron? Non, nous en avons parlé il y a un moment. Et il sait que je souhaite m'investir dans ces questions, notamment sur les femmes. Vous souhaitez vous investir, vous êtes socialiste, vous avez rejoint Emmanuel Macron tôt. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir jouer un rôle là dans les heures ou dans les jours qui viennent? Alors, j'avais décidé il y a un moment de porter Emmanuel Macron à la présidence. C'est chose faite depuis dimanche. Tout mon dernier combat politique, c'est celui-là. J'avais décidé de ne pas redemander un troisième mandat. Je pense qu'il faut se renouveler. Moi, j'ai besoin de me ressourcer. Je ne prendrai pas Donc vous ne serez pas ministre? Non, je ne serai pas ministre. Non, je ne serai pas ministre. Bariza Kari, une minute pour parler de François Hollande. On a remarqué qu'il n'avait pas vraiment décroché. Après la passation de pouvoir, il est parti directement rue de Solferino. Est-ce que vous souhaitez qu'il joue un rôle dans l'avenir, François Hollande? Il jouera certainement un rôle politique. Un rôle politique que je le souhaite pas. Enfin, pour le moment, je ne le souhaite pas. Mais François Hollande a le virus de la politique. Donc je pense que ça sera difficile. Vous pensez qu'il n'a pas dit au revoir à la politique? Il n'a pas dit au revoir à la politique. C'est sûr. Oui, je pense qu'il n'a pas dit au revoir. C'est vraiment un homme politique au sens plein du terme, mais il n'a pas dit son dernier mot. Merci Bariza Kari, sénatrice de Paris qui soutient Emmanuel Macron. Peut-être une dernière question de Véronique Jacquet, peut-être à quel président pensez-vous que sera Emmanuel Macron? Vous qui le connaissez vraiment bien. Parce qu'on subodore qu'il sera assez autoritaire quand même dans l'exercice de sa fonction. Il sait ce qu'il veut. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire que... Vous le sentez autoritaire comme personne? Je le sens décidé. Je sens que c'est quelqu'un qui écoute énormément, mais quand la décision est prise, elle est prise. Il n'y a pas photo. Vraiment, là, il n'y a pas photo. Donc, je pense que d'abord, c'est une image formidable pour la France à l'étranger. C'est un atout pour les Jeux Olympiques.
d'avoir un président aussi jeune. Et puis, il nous projette dans l'avenir, il projette nos enfants et nos petits-enfants dans l'avenir. C'est quand même formidable. Ceux qui nous ont convaincus qu'Emmanuel Macron pouvait être l'avenir de la France, ce sont quand même nos enfants. Merci Barry Zacharie d'avoir été notre invité ce matin dans Territoire d'Info sur Sud Radio Public Sénat avec la presse quotidienne régionale. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, j'accueille Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et j'accueille Denis Jambard de Nice Matin. Bonjour Yves, bonjour à Radio. tous. Bonjour Denis, merci d'être avec nous ce matin. Alors je suis un homme de droite sur le perron de l'hôtel Matignon. Le nouveau Premier ministre, lui, a réaffirmé son engagement à droite. Est-ce que c'était habile de faire ça? Allez, Yves Tréhard, pour commencer. De poser les choses, de les poser d'emblée. Oui, il vient de la droite, comme le président de la République vient de la gauche, d'ailleurs. Alors après, il y a un côté psychanalytique. Ça va pas gêner Emmanuel Macron tout de suite? Non, mais je pense qu'il faudrait convoquer le docteur Freud. Le docteur Freud va être d'un grand... parce que là, c'est... Sigmund Tréhard. Sigmund Tréhard. C'est un grand chamboule-tout. Alors, il y a un type qui déboule de gauche qui va vers la droite, le type qui arrive de la droite qui va vers la gauche. Vous avez du mal, vous, en tout cas, à vous y retrouver? Non. Vous? Non, mais sérieusement. Oui. On imagine mal Édouard Philippe faire la campagne des législatives avec les candidats les Républicains quand il conduit la politique voulue par le président de la République, qui est une politique qui est finalement sensiblement comparable à celle que les Républicains auraient conduite, mais quand même il y a un enjeu électoral. L'enjeu électoral, c'est que, et je pense que Édouard Philippe y a intérêt, parce que pour lui ça sera compliqué, c'est qu'il y ait une majorité absolue, La République En Marche, à l'Assemblée nationale. Donc, je vois mal Édouard Philippe, lors d'une sortie en France, aller faire la campagne sur les marchés d'un candidat républicain, alors que lui, il est à la tête d'un gouvernement La République En Marche. C'est là où le docteur Freud, peut-être visité par Lacan, je ne sais pas si l'école lacanienne pourrait... refait un tour sur ce plateau. Voilà. Mais Denis Jambard, alors notre invité ce matin, Barry Zacharie, sénatrice de Paris, qui est une femme de gauche, une femme de conviction. Alors elle n'y voit aucun problème. Elle pense qu'il fallait incarner cette nouvelle donne. Voilà, donc je suis de droite, je suis un homme de droite, ça ne l'a pas gêné. Ça ne l'a pas gêné. Moi, je pense que la politique souffre très souvent d'une chose, c'est de ne pas dire ouvertement la vérité. Et il aurait dit, je ne suis pas un homme de droite, personne ne l'aurait cru. Ah oui. Il est temps d'ailleurs, à mon avis, ça serait une nouvelle manière de faire de la politique, et c'est peut-être le choix d'Emmanuel Macron, de dire les choses assez brutalement, c'est de dire les choses, de dire la vérité. D'ailleurs, je pense que dans la gestion qui les attend, ils ont intérêt à dire toujours la vérité. Ce qu'ils lancent, ce qu'ils font, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Un peu ce que faisait Pierre Mendès France. Ça n'a pas duré longtemps, Pierre Mendès France, 8 mois. Mais il y avait une méthode très efficace qui a beaucoup plu aux Français. Il est tombé à cause des partis politiques, parce qu'il n'a pas réussi à recomposer la vie politique, alors que c'était assez faisable quand même sous la 4e République. Mais il a quand même marqué l'histoire en 8 mois. Et donc, je crois que Édouard Philippe a eu raison de dire ce qu'il a dit, parce que personne n'aurait cru le contraire. Et il montre à travers sa déclaration, en effet... Après, peut-être que c'était en effet une expérience freudienne, mais il montre bien ce que le président de la République veut faire, c'est-à-dire réunir les bonnes volontés, disons du centre-droit et du centre-gauche, pas l'extrême droite et pas l'extrême gauche. Alors, notre invitée ce matin, Barry Zacharie, elle dit on est dans une période difficile, compliquée. Il faut gérer cette complexité. Non, mais je crois qu'elle a raison. Oui, je crois qu'il y a une volonté, peut-être pas... Pas de tous les Français, mais d'une grande partie des Français qui se disent, qui sont inquiets, qui veulent que la France avance, que ça marche, qu'il y ait moins de chômage, qu'il y ait plus de pouvoir d'achat, qu'il y ait plus de sécurité. Et ils se disent, après tout, les partis ils sont bien gentils, mais c'est stérile, leurs combats et leurs débats sont stériles. Ils nous envoient dans le mur. Après tout, s'il y a des gens qui veulent prendre l'intérêt général, parce que souvent l'intérêt général passe derrière l'intérêt des partis, l'intérêt général, c'est lui qui doit être défendu. C'est le discours d'ailleurs d'Édouard Philippe. Et c'est le discours d'Édouard Philippe, effectivement. Il faut qu'il se retrousse les manches et puis qu'on y aille, quoi. Et il y a beaucoup de Français dans cet état d'esprit-là, parce que j'écoutais Madame Barry Zacharie tout à l'heure que vous interviewiez, à juste titre, puisqu'elle a des ambitions et des fonctions pour structurer l'islam de France. Absolument. Et tout. Mais précisément, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui veulent pas qu'on leur parle aussi de sujets qui
passionne et qui électrise le pays, qui électrise l'opinion, pour finalement aucun résultat. C'est tous ces sujets sur le mariage, sur l'islam. Ce sont des sujets, c'est vrai. Mais ce que veulent les gens, c'est d'abord que, eh bien, il y ait du boulot, il y ait moins de problèmes, de chômage et qu'il y ait plus de sécurité. Deux choses par rapport à ce que vient de dire Yves. La première, je crois que Emmanuel Macron est un pur enfant de la cohabitation. Je m'explique. Il n'est pas là pour faire de la cohabitation. Mais quand vous prenez les périodes de cohabitation dans les 30 dernières années, vous vous rendez compte que ce sont des périodes que les Français ont aimées. Ils aiment la cohabitation. Ils aiment cette espèce d'apaisement de la vie politique. Le président Sauf que là, c'est une cohabitation voulue. De la République. Désirée. Alors, là, une cohabitation désirée. Dans les urnes, en votant Macron, ils ont dit « Allez, cette fois-ci, on vous le dit, entendez-vous pour de bon ». Ça, c'est la première chose. Mais alors, les la Républicains deuxième sont en chose, et décalage je rejoins total. tout à fait ce que dit Yves, je crois que Emmanuel Macron incarne une rupture par rapport aux idéologies prégnantes de droite et de gauche, à cet affrontement idéologique. Il arrive avec des valeurs de l'entreprise, des valeurs complètement nouvelles dans la vie politique. Il a dit plusieurs fois le mot efficacité dans son discours d'introduction à l'Élysée l'autre jour. Et, alors, est-ce que vous avez déjà entendu ça dans la bouche d'un seul homme politique devant la maire de Paris qui n'en pouvait mais et qui était absolument sidérée, à mon avis, après un discours de sa part assez médiocre? Il a dit « il faut créer de la valeur ». Est-ce que vous avez déjà entendu un président de la République dire « il faut créer un chef d'entreprise, oui. » Des chefs d'entreprise tout le temps. Mais en réalité, si vous voulez, il est sur des valeurs entrepreneuriales et c'est une vraie nouveauté dans la vie Alors, est-ce que politique. les Républicains ne sont pas complètement à côté de la plaque avec le discours de François Baroin? Non, ils ne sont pas complètement à côté de la plaque. Enfin, ils sont dans la politique non, mais d'abord, les politicienne, alors. Les Républicains, savoir s'ils vont rester unis. Je doute qu'ils restent unis. Il y en a vraisemblablement une partie qui va opérer une transhumance vers Macron, puis une autre partie... Le nouveau berger. Voilà, le nouveau berger. Et une autre partie qui va vouloir... garder son identité, ce qui est normal. Hein, donc ils vont se diviser. Je pense que c'est assez logique. Il va y avoir... Vous savez, entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Emmanuel Macron, il y a moins d'écart qu'entre Éric Ciotti et... On a vu cet appel, c'est signataire. Les signataires du fameux appel. Mais il y a quand même énormément de Républicains qui sont plus proches de Macron, qui ne sont proches de Wauquiez. Wauquiez, on ne sait pas trop où il est, parce qu'il change de casquette assez souvent, mais de Ciotti ou de vieux barons, je dirais, pour la droite, de la droite républicaine. S'ils auront 100 à 150 députés ou 150 à 220. Voilà, en réalité. Et est-ce qu'ils seront une ils auront force... du mal à jouer la cohabitation quand même. Oui, ça me paraît aussi... 3 camps à droite, disait notre invité ce matin, Barry Zacharie. Les extrêmes, incarnés par Laurent Wauquiez, selon elle. La droite républicaine normale, dit-elle. Et puis NKM, Bruno Le Maire, etc. Non, elle disait ça, elle. Non, les extrêmes, vous ne pouvez pas renvoyer Wauquiez dans les extrêmes. Non, c'est pas moi. Pardon, c'est Barry Zacharie qui a dit ça. Oui, mais... Non, mais il y a l'extrême droite avec Mme Le Pen. Il est à l'extrême de la droite, mais il n'est pas d'extrême droite. Parce qu'elle parlait de la droite républicaine. Un pôle républicain. Elle parlait de la droite républicaine. De droite décomplexée, affirmée, et puis une droite qui est capable de travailler avec Macron. Ça fait, voilà. Merci Yves Tréhard, directeur de la rédaction du Figaro. Adjoint, mais j'allais le dire. N'oubliez pas. Mais ça se dit à la fin aussi. Et puis psychologue de la politique. Psychanalyste. Denis Jambard, de Nice Matin et de Sud Radio. Merci. On passe au zapping des matinales d'info, le premier zapping politique. Matignon, vous y pensez? Non. Jamais? Jamais. On n'y a jamais pensé à Matignon? Jamais. Non. C'est pas possible. Oui, il est l'un de ceux qui correspond très clairement au profil défini. Expérience parlementaire, des compétences et des qualités reconnues. Ça vaut la cérémonie aujourd'hui? J'ai passé un bon dimanche, merci. Le président de la République a toujours indiqué qu'il voulait une majorité large, qu'il voulait inviter tous les Français de bonne volonté à travailler ensemble. Sans vouloir vexer Édouard Philippe, pour qui j'ai beaucoup d'estime, il n'est pas au cœur du dispositif politique des Républicains. Il y a des noms qui auraient été, plus diviseurs pour nous. C'est peut-être un message que Emmanuel Macron adresse aux Français, qui est de dire ce serait bien qu'il y ait une majorité de députés de droite, parce que la politique que je veux faire, en fait, c'est une politique de droite. Si Édouard Philippe souhaite rejoindre En Marche, c'est son choix. Il faudra qu'il m'explique comment il fera demain campagne contre les candidats qu'il soutenait la semaine dernière, mais ça, c'est son problème. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. L'UMPS existe et ne se cache plus.
Voilà, donc un président qui est ancien ministre de François Hollande et un Premier ministre qui vient des Républicains. Le vieux monde est de retour. Se déshabille tout neuf et bien jeune. La droite vient d'être annexée avec un Premier ministre issu de ses rangs, les Républicains. Si la droite et le centre ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, le pays ne comprendrait pas que nous nous engagions dans une opposition systématique. Il faudra alors trouver les voies et les moyens d'un travail constructif dans l'intérêt de la France. Je quitte la responsabilité qui est la mienne en homme de gauche, avec mes convictions. Êtes-vous fier de voir Édouard Philippe aujourd'hui? Il a fait le bon choix, Édouard. J'ai tout dit. Vous avez dit que vous étiez un homme de gauche. Je n'avais pas non plus de doute là-dessus. Il se trouve que je suis moi-même un homme de droite. Ce qui ne vous surprendra pas, je le sais. L'arrivée en direct d'Emmanuel Macron qui est accueilli par la chancelière Angela Merkel. Je me réjouis du fait que le président Emmanuel Macron ait choisi de faire son premier déplacement chez nous, à Berlin. Il faut retrouver notre indépendance de choix. Et c'est pas en allant à Berlin prendre ses ordres une nouvelle fois, comme tous les présidents successifs, qu'on va y arriver. J'ai été élu par les Françaises et les Français le 7 mai dernier sur un projet qui était résolument européen, en défendant l'Europe, le projet européen et un volontarisme européen, et en défendant la relation franco-allemande. On le dit ingérable, François Hollande, qui n'écoute que lui-même, qui textote à tout va. Est-ce qu'il y a des moments où vous, qui aurez été loyal et fidèle jusqu'à la dernière seconde, vous avez envie de lui claquer la porte au nez? Voilà. Pas du tout. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines semaines? On va prendre quelques vacances quand même. Et puis après je vous retrouverai avec plaisir. Mais là il faudra... Vous allez où en vacances? Vous pouvez nous le dire. Chez vous. Voilà, c'est la fin de Territoire d'Info. On se retrouve demain matin, évidemment, avec Yves Tréhard et Denis Jambard également. Bonne journée à tous et à demain.